J'ai fait un rêve. Ma grand-mère courait dans tous les sens, en criant à tout le monde de se lever. Et elle criait si fort que je me suis réveillé. Je suis allé sur Internet pour regarder si la guerre avait commencé. Je n'ai rien trouvé. Et après une demi-heure sur Internet, je suis allé me recoucher. À peine endormi, j'ai reçu un appel d'un ami qui travaille pour un journal tchèque. Il m'a dit que c'était la guerre. J'ai compris que ma grand-mère avait raison. Je vis dans le centre-ville et il y avait des explosions autour de Kiev. Les installations militaires étaient alors la première cible. Et je rêve que la guerre a commencé, mais qu'elle a commencé dans la région de Kharkiv. J'ai une peur terrible. Je faisais du café et tout à coup, j'entends un bang. Je me dis que je ferais bien de réveiller les gars. Je vais voir mon mari qui est rentré très tard, vers 1h, et je lui dis « Serioska, lève-toi, je crois que ça a commencé ». Il me dit « Qu'est-ce qui a commencé? Rien n'a commencé ». Il y a une deuxième explosion. Il se lève et il dit « Oui, ça a commencé ». Pendant les 20 premières minutes, je courais comme une folle chez moi. J'ouvrais tous les tiroirs. Je ne savais pas quoi prendre comme papier ou affaires. Je ne trouvais plus mon sac à dos, alors qu'il était sous mon nez. Mes pensées étaient totalement confuses. C'était le chaos absolu dans ma tête. Je paniquais, puis je me calmais. Des gens ont commencé à m'appeler d'Amérique. Des connaissances, même pas des amis. Les amis d'ici me demandaient « Tu te prépares ?» Je répondais « Oui, je me prépare. » « Où tu vas ?» J'ai dit « Au travail. » Après ça, il est devenu clair qu'il était nécessaire d'aller travailler parce que nous devions réellement commencer notre lutte pour l'information. Вітаю, мене звати Яна Брензей. Ми продовжуємо інформаційне мовлення. Атака на Київщині біля аеропорту Гостомель. Протиповітряна оборона України збила 3 російські вертольоти. Спускайся. Да. Personne ne s'attendait à ça dès le matin. Personne n'était préparé. Je suis venue travailler, j'avais peur, et je me suis aperçue que toute la rédaction avait déjà compris que la guerre avait commencé et que nous devions apprendre à travailler dans de nouvelles conditions. Les premières news, on les donnait brutes. On ne diffusait pas les infos qui pouvaient semer la panique, mais seulement celles qui paraissaient vraisemblables. C'était la pire journée parce qu'il y avait vraiment beaucoup de mises à jour. Les informations étaient mises à jour de partout, mais tu ne pouvais tout simplement pas vérifier physiquement d'où elles venaient et si elles étaient vraies. Le 24, tout a changé du tout au tout. Les rédacteurs ne proposaient plus des sujets aux journalistes. Les journalistes venaient voir les rédacteurs en disant « j'ai écrit ceci, j'ai écrit cela ».
Tu es assis, tu reçois des appels de partout. Et à un moment, tu es en train de lire ou d'écrire, un journaliste dit « j'ai écrit sur ça et ça ». Tu dis « ok ». Un autre journaliste arrive « j'ai écrit sur ça et ça ». Tu dis « ok ». Un troisième arrive « j'ai écrit ça et ça ». Et puis tu découvres qu'ils parlent tous de la même chose. Du coup, il y en a un qui te dit « toi, on va te frapper ». Ils ont tous écrit la même chose. Et toi, tu dois n'en choisir qu'un. Que font les Russes quand ils attaquent? Ils coupent la connexion, sèment la panique, interrompent les journaux, désinforment pour créer le chaos. Pour cette raison, nos chaînes de télé doivent rester opérationnelles pour communiquer des informations et dissiper ce chaos. Quand nous travaillons sur une émission dans une ambiance calme, nous savons très précisément l'ordre des nouvelles. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer dans une minute. Ce que tu vas devoir annoncer dans une minute. Il n'y a pas de sujet préparé en avance, tout se passe en direct. Dès que la guerre a commencé, un centre de presse a ouvert dans le bureau du président. Et j'ai dit à Krista Velichanski, une des rares à être restée, « Krista, va à l'inauguration là-bas ». Ce à quoi j'ai répondu, « Je ne peux pas y aller parce que c'est très grave. Il va y avoir des informations tellement importantes à présenter. Je suis stressée, je suis nerveuse, je vais faire des erreurs. » On m'a dit qu'il n'y avait personne pour me remplacer. « Tu vas te débrouiller, tout ira bien, vas-y. » Il y aura le président, il y aura toutes les personnes importantes. Tu vas les interviewer pour nous transmettre les informations. Tu sais, s'il y a un endroit sûr dans ce pays, c'est bien le bureau du président. Vas-y, je te garantis que c'est l'endroit le plus sûr. C'était la première fois que je voyais le président de l'Ukraine en personne. Il est venu vers nous et j'ai vu une certaine confusion chez lui. Ça faisait peur. Il semblait normal et tout. Il nous a parlé et a même plaisanté. Mais on pouvait voir dans ses yeux que même le président n'était pas tout à fait préparé à la guerre. Російська держава стоїть на шляху зла. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти і заявити протести проти цієї війни. Проти війни з Україною. Quelques heures plus tard, le bureau du président me demande de partir, car la cible numéro 1 est le président de l'Ukraine et qu'une troupe l'attend déjà. Même si vous ne le voulez pas, il faut partir d'ici, parce que c'est l'endroit le plus dangereux. Elle m'appelle 1 heure plus tard et me dit « Victor Soroka, vous m'aviez dit que c'était l'endroit le plus sûr. » Le premier jour, nous avons visité le bunker et avons compris comment c'était. Nous avons appris à nous y rendre, là où il se trouve, que c'est près de la chaîne, que vous pouvez y descendre et qu'il y fait froid. Je travaille ici depuis 21 ans. Je n'ai jamais su de ma vie que nous avions un abri. Nous n'en avions jamais eu besoin. Lorsque nous sommes descendus dans les abris anti-bombes, nous n'y avions aucune infrastructure. Et nous ne pensions pas que ce serait si grave. Les gens étaient psychologiquement forts, physiquement forts, ils étaient intelligents, mais dans leurs yeux, il y avait une question. Qu'est-ce qui se passe ? Le lendemain, beaucoup de choses ont changé, parce qu'ils sont pratiquement entrés dans la région de Kiev. C'était comme au cinéma. On voyait des voitures partout, et dans une seule direction. En fait, en 1 ou 2 jours, la moitié des habitants de Kiev ont disparu. Les gens sont partis. J'ai eu tellement peur, parce que ce flux de départ de Kiev était infini. Ça a commencé à exploser si fort que je peux dire honnêtement que j'ai eu peur.
Il y a 8-10 km jusqu'à Vassilkiv, mais la situation était déjà grave. Et c'est donc pour ça que je me suis enfuie. Je me suis enfuie, j'avais peur, avec mes enfants, ma mère, le chien et le chat. Quand on se disait qu'il y aurait une guerre, je réfléchissais à ce que je ferais. Je ne veux pas me présenter comme une grande patriote, je pensais que je m'en irais. Parce que, pour moi, la vie humaine est la plus grande des valeurs et qu'il faut tout faire pour préserver sa vie. Mon mari me disait « Ne va pas au bureau, il faut qu'on fasse nos valises et qu'on essaie de quitter la ville. Après, je rentrerai à Kiev et toi, tu seras en sécurité à l'ouest du pays. » Mais non, je n'ai pas été capable de faire ce choix. J'avais clairement le sentiment que je ne pouvais pas partir maintenant. Tout d'abord, j'ai un travail et des engagements. Ensuite, j'ai eu si peur que les Russes débarquent à Kiev et s'en emparent pour y accrocher leur drapeau. Quand j'étais dans le bureau du président et que j'ai imaginé une seconde que le drapeau jaune et bleu pourrait être retiré de la Verkhovna Rada, ou du cabinet des ministres, ou du bureau du président pour en accrocher un tricolore, j'en aurais presque vomi. Дуже багато різної інформації, дуже багато фейків. Зокрема, і про те, що нібито я поїхав з Києва. Я залишаюсь у столиці, залишаюсь своїм народом. J'avais tout préparé juste au cas où. J'étais prêt pour une évacuation. Mais notre président m'a convaincu qu'il fallait rester et travailler. Si lui, il reste, nous restons aussi. Et les forces armées restent en première ligne. Et tous ensemble, on est prêts à travailler pour notre victoire. Ils ont proposé de lui envoyer un avion. Et il a dit « Je n'ai pas besoin d'un taxi ». C'était donc une décision puissante, digne de respect, de profond respect de ma part. C'était dur de faire des prévisions le deuxième jour. Nous ne comprenions pas où étaient nos soldats, ce qu'ils faisaient. Nous avons vu des queues devant des commissariats militaires. Nous avons vu que des fusils étaient distribués aux gens. Mais dire que le deuxième jour, j'étais certain qu'on allait gagner, non. Au contraire, j'avais le sentiment qu'il y aurait des combats en ville. Сьогодні о 17-й у Києві розпочинається комендантська година, яка триватиме до 8-ї ранку понеділка. Наголошую, понеділка, тобто майже 2 доби. On a un peu paniqué parce qu'on était au travail. Personne ne s'y attendait. Personne n'avait de vêtements de rechange, de nourriture. Personne ne savait où dormir. Qui dort ici? Qui dort dans la salle de rédaction? On dort là où il y a de la place. Il n'y a pas d'école où l'on apprend comment traiter l'information en temps de guerre. Surtout quand chacun s'improvise journaliste, devient une source d'information, filme et poste sur les réseaux. C'est dur à vérifier. Vraiment très dur. Je pense que, d'un point de vue rationnel, il était impossible pour une chaîne de télévision d'assurer seule le direct. Ils ont rapidement compris qu'il fallait unir les forces. Il y a eu une décision au sommet d'organiser un marathon national. C'est quelque chose d'unique que personne, nulle part, n'avait jamais tenté. Chaque chaîne prend une part de l'antenne et émet depuis ses propres locaux. On a aussi reçu notre créneau et nous avions l'obligation de pouvoir émettre, même en cas d'alerte aérienne. Les chaînes de télé commerciales qui sont concurrentes et qui ne s'aiment pas trop ont tout oublié.
Ils ont oublié leurs ressentiments pour partager des infos communes. J'ai été surprise que tout le monde puisse s'unir. Les concurrents de la veille sont devenus un seul organisme où chacun s'entraide. Nous étions tout simplement choqués parce que si les saboteurs pénètrent dans Kiev, s'il y a des chars et des véhicules blindés dans Kiev, c'est que la guerre est arrivée ici. Elle est là, dans la rue. À ce moment-là, la communauté internationale reste silencieuse. Il disait que la guerre allait durer 2 jours. Il disait « À quoi ça sert de donner des armes à l'Ukraine si la guerre ne dure que 2 jours ?» En fait, si vous regardez les visages des dirigeants étrangers, c'était comme dans les films d'Hollywood, quand le héros est quelque part là-haut, sur la montagne, à un pas de la mort. À ce moment-là, la communauté internationale reste silencieuse. Il reçoit un appel téléphonique et tout le monde lui dit adieu en pleurant. On avait l'impression qu'en disant au revoir, ils avaient rempli leur rôle. Des infos disaient que les saboteurs marquaient des maisons pour guider les missiles. Алло, пожалуйста, отзовитесь кто-то. Высоцкого, улица Высоцкого. Бульвар Высоцкого. Был во дворе, теперь возле дороги. Les russistes n'avaient peur de rien. Ils se sont déguisés en policiers, en médecins. Ils ont détourné des ambulances. Ils se sont déguisés en pompiers ou en gaziers. Le journaliste Yegor Romarlo m'a appelé. Victor, n'aie pas peur, mais il y a un souci. Des inconnus sont venus à l'hôtel où nous dormons. Ils n'ont montré aucun document. Ils ont dit qu'ils étaient du SBU et ont demandé où se trouvait ICTV. J'ai eu tellement peur que ce soit des sortes de saboteurs. Je trouve le numéro de téléphone en 1 seconde et j'appelle le conseiller du chef du SBU. J'ai dit, je suis désolé, j'ai exactement 10 secondes. Est-ce que ce sont des gens de chez vous ou pas? Mon cœur s'est arrêté, je ne sais pas quoi faire. Et il dit, ok, faisons ça. Si on vous rappelle dans 5 minutes, ce sont mes gars. Si on ne rappelle pas, tu rappelles, on envoie une équipe d'assaut là-bas. Dieu merci, à la 2e minute, j'ai reçu un appel d'un colonel du SBU disant « Victor Nikolaevitch, ne vous inquiétez pas, ce sont des gens de chez nous. C'est un test, tout va bien. » J'ai eu l'impression d'avoir vieilli de 5 ans et d'avoir fait des cheveux gris. Tout le monde dit que l'une des personnes qui a agi le plus vite est le Premier ministre britannique Johnson. La Grande-Bretagne a effectué des livraisons si précises et si utiles à l'Ukraine alors qu'il n'y avait encore rien. Et c'est ce que l'on retrouve dans les films hollywoodiens, lorsque le héros tombe dans l'abîme et qu'il est rattrapé par la main au dernier moment. C'était la Grande-Bretagne. Comme il y avait 7 ou 8 alarmes par jour, nous avons réalisé que faire des allers-retours n'était pas possible. Et nous avons décidé de mettre le studio ici. Nous avons réfléchi à la manière dont nous pouvions nous protéger et continuer la diffusion. Et en même temps protéger notre personnel et faire durer notre travail le plus longtemps possible. Notre Sergueï Solovyov, caméraman de la chaîne, a dit « N'embellissons pas les choses. Montrons la guerre et la vie telle qu'elle est. » Et après cela, ces gars ont installé une lumière qui a bien éclairé les reliefs de cet abri anti-bombe.
Quand nos présentateurs sont assis dans un studio comme celui-ci, c'est que la menace est grande à Kiev. Si vous allumez la télévision, et même si vous ne l'écoutez pas, mais la regardez simplement, vous vous rendez compte que vous devez également descendre dans l'abri anti-bombe. Ми продовжуємо наш інформаційний випуск з бомбосховища. У столиці оголошена повітряна тривога. Отже, всі прямуйте до бомбосховищ і залишайтеся там, доки повітряну тривогу не буде скасовано. Jusqu'au 24, je me réveillais en fonction de l'emploi du temps des enfants. On préparait le petit déjeuner, on préparait les enfants, on les déposait à l'école. Et puis je conduisais ma chérie jusqu'à son travail. Maintenant, je suis là, à vivre au travail. Quand je me suis enfui, en fait, je ne me suis pas enfui de Boutcha parce que je pensais que je serais de retour le soir. Ce que je portais le 24 février quand je suis parti, je le porte encore. Mentalement, je comprends que tout a changé. La vie a changé. Il n'y aura plus de petit déjeuner traditionnel, plus de préparation pour l'école. Mais ma psyché refuse toujours de s'en rendre compte. Quand tu es seul, tu commences à penser à tout ça, et tout te tombe dessus. Mais quand tu es avec des gens, que tu agis, que tu parles, le travail prend le dessus. L'angoisse disparaît. Avant, on venait au travail le matin et puis on rentrait le soir. Mais maintenant, nous vivons tous ensemble ici. Nous devenons une vraie famille. Якого в тебе не було. А воно з кров'ю передалось. Ми ж завтра будемо... Матері, про матері. Здрасте. А ви нас в гості запрошуєте чи ні? Як тут є? 5 євро. То щось бахнуло? Та ні, то щось не добре. Це кондиціонер вімкнувся. Вчора гахнуло нормально, коли я лягала спати. Моя бабуля, яку забрали сьогодні з лікарні, вже в істериці. Уявляємо, ми бачимо її внучку. Вона з істерики не виходить. У мене якраз взагалі спокійствие по цьому поводу. Les gens sont devenus très proches. Ils déjeunent et dînent ensemble. Ils vont se coucher ensemble. Le soir, ils racontent des blagues ou des histoires pour mieux dormir. L'angoisse règne partout et il faut détendre l'atmosphère. Soudain, tu commences à te détendre et tu te rends compte que c'est ton collectif, qui n'est pas juste un mot fort, le collectif. C'est ton peuple qui est dans le même bateau que toi. Une expression si belle, si populaire. Ils ont adopté les mêmes priorités que toi. Ils sont restés sur leur lieu de travail. On dit tellement maintenant que nous sommes des combattants de l'information, mais nous n'y pensions pas à l'époque. Nous avons juste compris que pour une raison quelconque, notre place était ici. C'était incroyablement inspirant de voir les gens dans les villes temporairement occupées venir au rassemblement avec des drapeaux ukrainiens. De tels moments sont inspirants. Les présentateurs déploient leurs ailes, c'est plus facile pour eux de parler, les journalistes sont plus alertes, ils écrivent plus vite. Ça aide vraiment. Півгодини тому російські окупанти вдарили ракетами по київській телевежі. В результаті обстрілу постраждав апарат, на тому тимчасово не буде доступна трансляція каналів.
Je me souviens que ma mère m'a appelée et m'a dit « Natalia, on ne vous reçoit plus ». Alors je lui ai répondu « Dans ce cas, servez-vous d'Internet pour suivre notre émission ». Parce qu'au début, ma mère, comme la plupart des Ukrainiens, ne s'éloignait pas de l'écran de sa télé ni le jour ni la nuit. Nous savions qu'hypothétiquement les tours de télévision pourraient être bombardés. Mais comme pour le premier jour de la guerre, c'était au-delà de notre entendement. Parce que ce sont des symboles. Nous avons compris que les journalistes seraient la prochaine cible, que nous sommes tous sur une liste pour le peloton d'exécution ou le camp de concentration. De nos jours, l'information est parfois même plus dangereuse que la guerre. Ainsi, un terme est apparu juste au moment de cette agression, et ils essaient maintenant de le promouvoir très activement. On parle d'infoterror. C'est l'infoterror qui est mené par la Fédération de Russie. Le fantôme du national-socialisme et du fascisme s'est réveillé en Ukraine. Et il rôde dans le pays sans que personne ne l'arrête. Le 9 mai 1945, nous pensions que ce qui se produit à Kiev en ce moment ne se reproduirait jamais. Nous nous trompions. Cette propagande contre l'Ukraine existe plus particulièrement depuis une dizaine d'années. Au début, elle n'était pas agressive, mais plutôt comique. Les Ukrainiens étaient présentés comme des chochli, des gens grossiers, grassouillets, moustachus, sales, ivrognes. On nous demande à quel point c'est dur d'être russe en Ukraine aujourd'hui. C'est presque aussi terrible que d'être un juif en 1933 en Allemagne. Les Ukrainiens, qui avaient l'image de gens stupides, se sont maintenant transformés en nazis effrayants. Aujourd'hui, la situation est telle que nous devons nous rassembler, nous unir et y aller. Car il ne faut pas faire dans le détail avec le régime de Kiev. C'est un régime nazi, soutenu par des régimes nazis. Она сама из Донецка. Ну просто вот жизнь людей, боже мой, просто задумываешься. Не, ну, во-первых, конечно, ситуация очень тяжелая, будут очень тяжелые бои, но надо не забывать о том, что они же ведут информационную кампанию. Да, хотят, чтобы мы боялись, чтобы у нас была деморализация, страх, что там такая прям страшная армия и все дела. Ну, этому тоже надо... Мотивация велика сила, поэтому они и проигрывают все время, потому что слабо мотивированы, брат на брата. Ну, я не думаю, что это брат на брата. Да, вот эту историю про брата, это надо знать. Это Каин и Авель, вот это такие братья. Я всегда забываюсь, братьев там у нас не было. Мы на этом были воспитаны. Ну да, это чисто советская мулька про братьев. Quand la guerre commence, la responsabilité des journalistes devient 1000 fois plus grande. Chaque mot peut tuer une personne, ou des milliers. L'ennemi surveille en permanence nos antennes pour regarder ce qui se passe en Ukraine. Soit ils ont atteint la cible, soit ils ne l'ont pas atteinte. Soit ils ont rempli leur mission, soit ils ne l'ont pas fait. Et si tu communiques qu'il y a une attaque sur tel centre commercial à telle heure et que les gens du service d'urgence sont encore sur place, alors que tu montres le centre commercial, et ces gens-là peuvent mourir à cause de tes mots. Il n'y a jamais eu de responsabilité aussi grande pour ce que tu dis. Ти бачила, що поробили ці? CNN. Боже, да я знаю, я в прямому ефірі. Ну от все, тут реально все видно. Боже, блядь, моє любиме місто. В тот момент, когда идет ракетный удар, нам запрещено даже давать это видео, а все информагентства, ну, иностранные информагентства его распространяют. Грубо говоря, это помогает корректировке огня. Конечно. И то есть нам прилетает благодаря тому, что наше видео распространяется по всему миру, в том числе по русским подпискам.
Ми, як бідні сироти, звичайно, виглядаємо про той Львів. Всі вже давно все показали, а ми усно розказуємо. Ну, але зато це відповідальна журналістика. Ну, ми маємо це розуміти. А як бути з іноземними журналістами, які на фоні вибухів прямі трансляції? В них немає відповідальності перед суспільством, в них є оця ексклюзивність і оця сенсація. А все далі хоч трава не росте. Тому на них рівнятися, ну, нам... Вони не будуть робити, але це їхня історія, не наша. Нам робити своє. Давайте розходимося. Ми говоримо, і я фактично працюю в режимі такого. Je fais une émission d'interview en mode non-stop. Je suis soit à l'antenne, soit en train de me préparer à y aller. Je ne peux pas me couper du flux d'informations pendant une journée. Ce flux est fou, énorme, et tu te retrouves vite submergé. Tu ne vérifies pas le fil d'actualité pendant une heure et tu as déjà manqué quelque chose. Mais il s'avère que ce n'est pas grave, parce que les nouvelles s'accumulent, s'accumulent, et ce que tu as manqué a déjà été oublié par tout le monde. Але так само можна відзначити, що росіяни змінюють тактику і почастішали обстріли ракетні цивільних об'єктів. Avant, c'était catastrophique s'il y avait une explosion dans une maison et que 5 personnes mouraient. On parlait de cette nouvelle pendant 3 jours parce que 5 morts, c'est un cauchemar. Et là, on comprend qu'on commence à compter les morts par dizaines, par centaines. Et maintenant, j'ai peur de découvrir le nombre de victimes. En temps de paix, si des dizaines de personnes meurent à cause du crash d'un avion militaire, on en parle pendant un mois. Et maintenant, cette actualité vit pendant 40 secondes. Et on doit avancer parce qu'il y a d'autres nouvelles, encore et encore. Comment tout ça a-t-il pu avoir lieu en un seul jour? Comment est-ce possible que la mort de 10, 15, 20 personnes soit égale à 40 secondes d'une émission en direct? Для журналіста, для редактора новини це такий якийсь. Pour un journaliste, pour un rédacteur en chef, les infos c'est quelque chose comme, je ne sais pas, quelque chose comme un puzzle. Tu essayes de reconstituer l'image du monde le mieux possible. Le mal et le bien, le bon et le mauvais vont toujours par deux. D'une manière ou d'une autre, on essaye de trouver un équilibre. Que faire? Il faut aller dans le bunker. Mais on n'ira pas, parce qu'on doit travailler. Les occupants ont frappé avec des missiles hypersoniques Kinjal. La plupart ont été stoppés par nos militaires, mais l'un d'eux est tombé dans le quartier de Podil et a explosé dans un centre commercial. Malheureusement, 8 personnes sont mortes. Із такими шаленими збитками Україна стикається вперше, і вони все зростають і зростають. Тому як усе це рахувати, лише підраховую ще раз, напрацьовують. Та ні, слухай, я зрозуміла, що це класно. Давай. Да. Із такими шаленими збитками Україна стикається вперше, і, на жаль, вони наростають і наростають, тому алгоритм, як усе обраховувати, лише напрацьовують. Цим займатиметься спеціальна комісія, яку має створити український уряд. Я, до речі, дуже сильно Je m'inquiétais car la ville était encerclée par différentes unités militaires.
Si une percée réussit près de Kiev, la ville sera en première ligne. Le sentiment qu'on ne peut pas se sentir en sécurité impacte la vie professionnelle. Cela empêche de dormir. Quand les premières batailles offensives se sont rapprochées de Kiev, il fallait filmer, montrer aux gens ce qui se passait réellement. J'ai donc compris qu'en faisant mon travail, je pourrais être utile à un moment où je me sentais inutile. Surtout dans cette période où je m'inquiétais pour mes proches. Avant, on devait rouler à 800 km de Kiev. Et maintenant, on fait seulement 8 km pour arriver au front. Et c'est assez surréaliste. Jusqu'à maintenant, j'arrive pas à croire que c'est si proche. Au début, nous sommes allés près de Brovary parce qu'il y avait des brigades avec lesquelles nous avons établi rapidement le contact. Et à un moment, nous avons traversé un pont où les Russes étaient passés. Et là, j'ai vu des engins détruits, un véhicule blindé brûlé et quelques cadavres qui traînaient. J'ai eu une sorte d'excitation à voir le premier ennemi vaincu sur notre territoire. Nous sommes arrivés, nous avons commencé à filmer les soldats qui se déployaient. J'ai filmé pendant environ 5 minutes. Et nous avons commencé à marcher à travers champs pour filmer leur arrivée. Et j'ai entendu, pas le sifflement prolongé des mines, mais des sifflements aigus et des explosions. Nous avons essayé de nous enfuir. Je savais qu'il valait mieux s'allonger, mais aussi qu'il vaut mieux appuyer sur REC au cas où. On m'a appris que pendant la guerre, si quelque chose se passe autour de toi, tu n'as qu'à appuyer sur REC et tu pourras tourner quelque chose par accident. Avant tout, tu dois sauver ta vie, mais avec la caméra allumée. Oleg a été l'un des premiers à dire « Nous devons sortir d'ici ». C'est-à-dire que si la moitié des journalistes avaient encore des doutes et voulaient filmer plus d'actions, Oleg est l'un de ceux qui ont compris que la première chose à faire était de sauver le groupe. Працювати на позиціях фактично неможливо. Ворог одразу відкриває вогонь і б'є хаотично. Oleg Kornienko, en partant, m'a dit « Je ne vais pas loin, ne vous inquiétez pas ». J'ai dit « Écoute, ne va pas là-bas, il y a beaucoup de tirs. Non, ne vous inquiétez pas, tout ira bien ». Et ensuite, il me montre la vidéo. Et quand tu regardes cette vidéo, tes cheveux se dressent sur la tête. Parce que ça tire de tous les côtés, c'est vraiment effrayant. Alors j'ai dit « Oleg, je vais te tuer ». Nous vous avons demandé de ne pas y aller. Aucune histoire ne vaut la vie d'un journaliste. Я проти того, щоб ви їхали в гарячу точку. Окей, якщо людина одна. Я ж можу сам. Ну то що війна, то там залишається. Ні, ну вже тут спокійніше. Les journalistes sont fous. Ils veulent toujours aller à l'endroit que les gens normaux veulent fuir. Виглядає війна артилерії. Зараз працює наш град, його дальність щонайменше 40 кілометрів. Вага однієї ракети понад 70 кілограмів. Il y a une limite ténue entre notre sécurité et notre désir d'être au centre des événements. На різні вирви ми надивилися за роки роботи на Східному фронті, але ось таке, я, чесно кажучи, бачу вперше. Яма завглибшки метрів 3, мабуть, це слід від збитої ракети «Іскандер». Les 2 premières semaines, je voulais partir tout le temps. Pourquoi écrire des articles au bureau?
Je dois aller plutôt là-bas. Mais où? Avec qui? J'ai eu ces conflits internes incessants, en plus du stress au quotidien et ne pas savoir ce qui va se passer demain. Tout s'est mélangé. Le personnel et le travail, l'émotionnel et le rationnel, le jour et la nuit. Le front s'est mélangé aussi. Imaginez un policier avec une arme, un militaire avec son arme, et qu'il commence à les utiliser sans limite. Il doit y avoir des règles dans l'utilisation des armes à feu, et il en va de même pour l'information. Il existe des règles pour l'utilisation de ces armes, et tout le monde en principe s'y conforme. Les officiers de police ne se contentent pas de brandir leurs armes. Ils ne tirent pas sur les gens juste parce qu'ils en ont envie. De la même manière, un journaliste doit respecter certaines normes professionnelles. Nos mots sont plus dangereux qu'une balle. Une balle frappe une tête. Ce que j'écris ou dis à l'écran peut toucher des millions de personnes, des millions de têtes. C'est effrayant. Je peux à la fois semer la panique et la calmer. Il faut toujours évaluer dans quelle mesure le sensationnalisme est plus important que l'éventuel effet négatif de celui-ci. J'utilise toujours mon seul censeur, mon bon sens. Джонік, Джоні, малиш. Це мій Джонік. Він вже хоче поїхати до нас додому. У нас тут багато кішки живуть, собака хаскі, я бачу. А куди людям дівати, якщо вони цілодобово на роботі? Треба ж його десь тваринку діти. J'ai déjà dit qu'ici, c'est notre maison. Et qu'est-ce qu'une maison sans un chat? Un chat, c'est comme si c'était chez toi. Ils sont devenus une partie intégrante de notre vie en première ligne. Je sais que vous avez un chat inconnu ici. Savez-vous d'où il vient? Non, je ne sais pas. Je sais qu'il se promenait, qu'il courait partout. Vassili Safianouk a essayé de l'attraper. Il s'est fait griffer. Я думав, його зараз візьму, бо видно, що він хоче на вулицю вирвати. Не треба його на вулицю. Нам треба перевірити, чи це той, якого шукають. Ну, коротше. Чуєш, а в тебе Не вкусив. Я б робив антисептиком зразу, але що краще... А ти не побачив, це кіт, кішка там? Та ну мої ж не дикі, а ця дика. Et c'est sûr que j'ai développé la peur des sons forts. Quand la machine à laver passe en mode essorage, j'ai besoin de quelques secondes pour me calmer et me dire que c'est la machine à laver et pas l'artillerie. Nous avons appris à distinguer les sons. Nous reconnaissons quand c'est notre système de défense aérienne qui abat des missiles et qu'il n'y a pas de raison de nous inquiéter. Nous avons appris à classifier les sons. Par exemple, maintenant, les gens ferment la porte de la rédaction très doucement pour que ça ne claque pas. À mon avis, les bombardements sont le risque principal. Car on ne peut pas savoir ce que les Russes ont dans la tête. S'il y aura ou pas des attaques nucléaires tactiques, c'est effrayant de le dire à voix haute, ou des attaques chimiques. Питання, якщо, просто який у нас має бути алгоритм дій, якщо це відбудеться, коли ми будемо на робочих місцях, куди ми будемо, в яке приміщення спускатися? У нас класне бомбосховище, але це ж треба, щоб всі швидко туди прийшли, тому що якщо ми воно закривається, але якщо воно закривається, то якщо людина, не дай Боже, не добігла,
Доцяк налякає або заспокоїть про те, що треба робити в разі хіматаки. Якщо газ такий, що робити, якщо газ такий, коли бігти вверх, коли бігти вниз. Головне не переплутати самим, коли вверх, коли вниз, що робити. Спускайтеся в укриття якомога нижче, якщо мова йде про витік аміаку. І надіньте ватно-марлеву пов'язку, змочену 5% розчином оцтової кислоти. Якщо повітря заражене хлором, треба навпаки піднятися вгору, вище 3-го поверху або залізти на дерево. Les gens étaient vraiment au bord de la panique parce que ils ont compris qu'un missile pouvait détruire un bâtiment, mais que si des armes chimiques étaient utilisées, le rayon d'action serait énorme, des dizaines de kilomètres, et les choses pourraient mal tourner. Волонтери-аналітики з «Інформнапалм» мають свідчення, що російським військовим почали видавати антидоти від отрути, зокрема від нервово-паралітичної речовини зарін, якою режим Асада за підтримки росіян вбивав мирних жителів у Сирії. Les Ukrainiens se souviennent d'Alep et ont peur des armes chimiques. On ne peut pas l'exclure. C'est un scénario vraiment fou. Mais c'est un dictateur fou. Il fait ce qu'il veut. Chaque jour, il devient évident que la résistance de l'Ukraine se renforce et que les forces de la Russie s'affaiblissent. Cela concerne la région de Kiev qui est en train d'être reconquise. On dit qu'ils se sont déjà éloignés à 40 km de Kiev. Personne ne confirme encore ces informations car la canonnade est encore fortement audible. Mais nous comprenons qu'ils s'éloignent de plus en plus et cela nous donne de l'espoir. Il y a cette crainte que nos victoires puissent provoquer une réponse disproportionnée de la part de Poutine. D'un côté, nous sommes heureux et satisfaits, mais de l'autre côté, il est comme une bête traquée qui peut faire des choses impensables. Nous comprenons donc que la réjouissance exige le silence. Je suis de retour à la maison. Mais le travail est aussi ma maison. J'étais absente 1 mois. Je vais être honnête avec vous, j'ai embrassé les murs. Pourtant, je ne suis pas partie si longtemps. J'étais dans la région d'Ivano-Frankivsk. J'y ai grandi, c'est ma ville natale. Mais tu sais, chaque matin, je me réveillais en me demandant comment aller à Kiev. Je vais être honnête, mon mari ne savait pas que je venais. C'était une surprise. Йому треба сказати, ладно, нічого не буду казати. Слава Богу, що це. Ти розумієш, він з одного боку не хотів, а з другого боку дуже хотів, знаєш? Ага. Того я йому нічого не казала. Si je l'avais écouté, je serais probablement encore à Kosiv. Je savais qu'il était très inquiet pour moi. Mais je voyais que les gens travaillaient, que les émissions étaient diffusées. Je pensais qui suis-je? Suis-je différente des autres? J'ai pris ma voiture et j'ai conduit. Mais je savais qu'il m'appellerait toutes les 15 minutes. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Et j'ai pensé que ce serait mieux s'il ne savait pas. Дівчата, хлопці, давайте за перемогу. Я дуже рада, що я повернулася до вас. Ви взагалі, ви такі молодці, ви герої, просто герої. Ну просто нам в ліньку десь їхати, просто було. Я буду. І вибачайте, що мене довго не було. Не обіжайтесь. На дезертирів не обіжайтесь. Дезертири – це ті, хто не вертаються. Повертаються, а то не дезертири. Отже, найголовніше за 37-й день героїчного протистояння українського народу перед російським вторгненням – це часткове відведення військ рашистів з Київщини та Чернігівщини, новий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 86 українських військових, а також звільнення Бучі від окупантів. Ось так нині виглядає Буча. Одразу скажу, що
Російські війська повністю обстрілювали місцевий люд і цілили по житловим кварталам, буквально за моєю спиною. Один із нових будинків. C'est le contraste. Ces nouvelles habitations toutes neuves, toutes modernes. Et là, tout est brisé. Quel était leur but en premier lieu? C'était juste pour venir voler et tout casser? Ils ont détruit l'infrastructure. C'est tout. C'est effrayant. C'est vraiment une image apocalyptique. Nous n'avions vu cela ni dans le Donbass, ni lorsqu'il y avait des combats, ni même depuis 2014. C'est juste du terrorisme à une échelle que je ne connaissais pas. Подвір'я місцевої церкви у самому центрі Бучі перетворилося на цвинтар. Поховання 26 березня, 19 березня та наймасовіші – ось вони. Місцевих людей ховали у поліетиленових кульках і навіть не закопали. Щонайменше 50 людей невинно убієних. Maintenant, nous devons rassembler tout ça d'une manière ou d'une autre, le rédiger. Chaque histoire, chaque interview doit être diffusée pour que tout le monde puisse l'entendre. Я говорю, ну хотите, расстреляйте меня. Говорю, хотите, что хотите, делайте. Всех проклинаю, понимаете? Сколько буду жить, потому что сколько мы пьем. Видите, какие мы неумытые. Мы месяцами не мылись. Месяц, понимаете, потом где-то что-то. Вот это в бочках у нас набрата вода. Потому что у нас нет воды, нет света, ничего. Мы собирали в бочке воду дождевую. Этой водой мы моем посуду, понимаете, из дождя. Боже, скільки вас тут в Бучі лишилось? Я не знаю, была мертвая тишина, понимаете? Только бабах, 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 бабах. И вот это и скрежет этих танков, чтобы они, блядь, хотели проверять. Она шла с белым флагом, дочка, муж и она. Ее просто выстрелили, они все упали. Потом зять пошел, хотел попросить, чтобы забрали, труп хотя бы забрали. Куда ей попала пуля? Ей попала прямо в лоб. В лоб. То есть это, понимаете, это конкретный выстрел? Или снайперы? Никто это не жители, шла семья. Семья, муж, жена и маленькая девочка. С белым накрытыми полотенцами. Вот это здесь вот буквально... Снайпер попал прямо во дворе. Quand tu as fini un reportage, tu commences à écrire. Et tu n'y arrives pas. Tu écris un paragraphe, tu t'arrêtes, tu l'effaces. Tu recommences et tu l'effaces à nouveau, puisque tu ne trouves pas les mots pour décrire ça. Quoi que nous écrivions, cela ne transmet pas l'horreur de ces événements. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à écrire ce sujet. Peut-être à cause de la fatigue ou du manque de sommeil, ou à cause du rythme quotidien de travail qui ressemble à un marathon et qui affecte la productivité. Puis j'ai réalisé que nous n'avions jamais été confrontés à ça. Nous l'avons vu à Alep, en Syrie, ou dans d'autres pays, nous avons combattu, mais quand ça se produit chez toi,
Je connaissais les mots, les phrases, mais je n'arrivais pas à les mettre ensemble. C'est arrivé à mes collègues. Ils n'arrivaient pas non plus à écrire. Butcha et Irpin sont probablement le seuil traumatique que je ne sais pas comment surmonter en tant que journaliste. On doit disséquer pour que tout le monde puisse voir, tout comme un médecin légiste dissèque un corps pour voir de quoi la personne est morte. On doit parler aux mères de leurs bébés morts, de leurs enfants. Filmer les militaires qui viennent de perdre leurs camarades, car pour eux aussi c'est douloureux. Dans une situation normale, on devrait se taire. On devrait prendre l'autre dans ses bras, dire qu'on est là pour eux, qu'on les soutient, qu'ils ne sont pas seuls avec leurs pertes, mais notre travail est différent. Il faut inciser l'âme d'une personne pour que le reste du monde puisse voir ce qui s'y passe. Il y a des moments où je me dis « au diable ». Au diable ce journalisme, je vais vendre du café. Je veux vivre au Portugal, vendre du café sur la plage et parler aux gens de la vie. Et ne pas découper l'âme des gens et parler de la mort. Je pense que mon cerveau bloque ces émotions, se distancie. Parce que l'idée qu'à 30 km de chez moi, des gens ont les mains liées, qu'ils sont tués d'une balle dans la tête, que les femmes sont violées, et puis qu'on brûle une croix gammée sur leur ventre, je ne sais pas comment on peut s'attendre à ça. Comment peut-on s'attendre à ce que les gens perdent leur humanité ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas qui sont les gens qui en sont capables. On regardait les mêmes dessins animés quand on était petit. On nous lisait les mêmes contes. Laure Mayakovsky écrivait « ce qui est bien et ce qui est mal ». Et maintenant, ce petit garçon vient à Butcha pour tuer les gens ? C'est une réalité parallèle, je ne sais pas. Ça me dépasse. Dans les premiers jours, après la libération de la région de Kiev, il était très difficile d'aller tourner. J'étais très impatiente d'aller à Irpin. À cause de mon histoire personnelle, l'histoire de ma tante qui est restée à Irpin pendant toute l'occupation. Et j'avais hâte d'aller à Irpin pour voir si elle était toujours en vie, si tout allait bien pour elle, pour la voir. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas eu de contact avec elle et nous n'arrivions pas à comprendre pourquoi. Lorsque vous arrivez sur un tel territoire, cette ville qui était occupée, on a l'impression d'être déconnecté du monde extérieur. J'ai vu ces maisons bombardées, j'ai vu comment ces pauvres gens vivent dans Irpin, sans eau, sans gaz, sans lumière, sans rien. Mon histoire, c'est que grâce à mon travail, j'ai retrouvé ma tante. C'était mon objectif personnel. Voir ma tante et comprendre qu'elle était vivante et, comme on dit dans ma famille, que la vie continue. Il vient d'y avoir une guerre ici, et les gens sont déjà prêts à reconstruire. Ils nettoient, ils déblaient, ils réparent. C'est ce qui m'a le plus frappé d'emblée.
Les Ukrainiens sont comme ça. Hier, leur fenêtre était cassée et aujourd'hui, ils pensent déjà à la manière de poser les vitres. J'ai un ami dont la maison a été touchée par un missile. Toute la rue a été bombardée. C'est Margarivka. Et il dit, Léna, je marche dans la rue et la rue a disparu. Elle a disparu. Et chez moi, les fenêtres, les cadres des fenêtres sont en vrac et les portes du garage défoncées. Et honnêtement, il pense maintenant à comment rendre sa maison normale. C'est une attitude de vie tellement normale. Et c'est ce qui nous pousse à continuer. J'étais content que ma maison soit intacte. C'était juste de la chance. Parce que mon voisin a eu une roquette dans son potager qui n'a pas éclaté. Саша, м'ячі малим треба? Regardez comment mes pommiers fleurissent. J'aurai une bonne récolte de cerises et d'abricots cette année. C'est étrange car mes cerisiers n'ont pas du tout porté de fleurs et mes abricots ne sont pas encore sortis. Les pommiers ont fait des fleurs mais je ne vois pas encore de pommes. Et je vais devoir manger les cerises parce que ma famille est en Europe. Ils ne peuvent pas rentrer pour l'instant. Ma femme est à l'étranger et lorsqu'elle dit qu'elle est de Boutcha, maintenant tout le monde connaît Boutcha. Boutcha était autrefois synonyme d'une agréable petite ville près de Kiev, où il fait bon vivre, où il y a un joli parc. C'était bon de respirer du bon air. Mais maintenant, Boutcha est synonyme d'atrocité russe. Bien que je craigne que ce ne soit que le début. Nous ne savons pas encore ce qu'il y a à Mariupol. J'ai peur que Mariupol soit 100 fois pire que Boutcha. Ми сьогодні єднаємося у нашій молитві. Особлива сьогодні молитва за захисників і дітей Маріуполя. Взагалі дуже складно бути в такій емоційній напрузі постійно. C'est très difficile d'être dans ce genre de tension émotionnelle tout le temps. Maintenant, je pleure moins, mais je sais comment faire. J'ai trouvé une technique parce que ces émotions doivent sortir de toute façon. Je vais au travail en écoutant de la musique, une musique spécifique que je n'écouterai probablement plus une fois la guerre terminée. Je l'allume de temps en temps quand je suis sur le chemin du travail et je pleure. J'en ai besoin et ça me décharge un peu. Je ne veux pas pleurer devant mon mari à la maison. Ça va le stresser davantage. C'est juste un moyen d'atteindre un état psychologique qui vous facilite la tâche. Il est plus facile de venir ici et de se mettre au travail. Все, в мене є племінниця. Дякую. Все, народилася. Тетя. Хто дзвонив? Тітка Христина. Нічого ще не відомо, бо тільки витягнули. І що? Як ви себе почуваєте? В новому статусі тітки? Я в шоці. Боже, це стільки грошей треба дивитися. За твій новий статус? Так, а хто народився? У кого? Моя сестра рідна. Ото що ти заміж видавала? Боже, було видно, що очі були на мокрому місці. Знаєш, після таких радісних сльоз на обличчі, як правило, приємно, коли людина плаче від того, що
Ну, такі щасливі миті трапляються. Тому плач тільки з таких от нагод, хай після таких сльоз буде справді. Боже, як вона на тебе схожа, твоя сестра? Ні, не схожа. Отак схожа, тільки в цьому разі. Вона молоденька, не знати, що буде як, і що це за ракетні удари, куди вони, ну, типу, і мама, коли говорила, що, ну, ніби була ж інформація, що нас будуть евакуйовувати в Польщу, мама каже, можеш нікого не брати, забери тільки Леру. Завтра не піду, бо я на похорон завтра їду. То я тут ночую і завтра зранку їду на похорон. У мене оця мама, яка мені дзвонила, ну, мама Панча, вона мені розказувала, що вона була якраз на опізнанні, коли я їй дзвонила, вона говорить, він зовні нормальний, він просто дуже синій, але не побитий. Просто в нього сильна акубаротравма, це контузія, це коли розривається снаряд, в нього всередині просто немає нічого цілого. Але зовні він типу ок, ну він цілий. Стояли по лікарню. Юлічка, в мене народилася племінниця. Ой, я тебе поздравляю. А це було бухар. 3800, така вони крупненька дівчинка, але до перемоги. А де ваш концерт? Що треба ще якось похорон пережити, і потім, в принципі, можна буде приходити до тями. Завтра. Попередньо о 12-й прощання в Михайлівському, але це ще не точно, бо ще не привезли тіло. І непонятно, чи успіють. Його вчора тільки забрали з... Його ще не забрали навіть. Ні, забрали з поля. Так. Пропозиція. Я, коротше, на фронті в мене був страх загинути в туалеті. Ну, типу, йдеш попісять, прилітає, ти в некрасивій позі, в некрасивому місці. У мене таке було вдома, коли я в ванну йшла. Ще одна колега, типу, у нас на цьому. Ще одна колега, коротше, писала пост, що, типу, з половини живим, що почався обстріл, вона така, типу, ховається, така никається, сидить, каже, блін, на мені труси такі негарні, типу, якщо я зараз загину, то, типу, мене потім знайдуть, розтягнуть, а я тут, типу, в некрасивому білі. Вот. А потім, коли оце почались повітряні тривоги, все після вторгнення, я така в душу мисль, ну давай, не їбаний, прямо зараз от сюди, щоб вони оце знайшли. Дайте хоч ноги добрі, можна, пожалуйста. Я завжди кажу, так, от для журналістів, коли ми збираємося. Дивіться. Je dis toujours aux journalistes, quand nous nous réunissons, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur certaines mauvaises choses, mais nous devons garder nos yeux grands ouverts pour les bonnes choses. Non pas pour cacher le mal, mais pour montrer le bien. C'est un choix, c'est notre position consciente, la position de la rédaction, et ma position personnelle aussi. Et je suis très heureux de travailler dans une équipe qui a ces valeurs. Ce sont des valeurs qui nous disent que même la nuit la plus longue se termine à l'aube. Il vaut mieux raconter 9 histoires inspirantes, 9 histoires positives et une 10e négative que de faire le contraire. Pourquoi se battre si tout est mauvais? Nous ne fermons pas les yeux, nous ouvrons simplement les yeux sur le bien. Що змінився? Ну, поголився трохи передочі. Десь треба було залишити. Та ні, ж по-воєнному було. От тільки сутінки опускаються, все, починається якась, ну, стрільба у всі боки. От. Спочатку вони безпілотники запускали тільки вночі, ну, ти стоїш там в окопі, ну, воно над тобою летить. Якщо повиколупувати, можна ще метал знайти. 24-й зустрів. Le 24 février, j'ai dit à tout le monde que j'allais travailler, que je serais dans un bunker, que je serais en sécurité. Et je suis allé au bureau d'enrôlement. On nous a distribué les armes, on nous a équipés et on est parti. J'ai téléphoné à mon travail pour leur dire que j'étais à l'enrôlement militaire et qu'ils pouvaient m'appeler. Et j'ai dit à ma famille que j'étais à la chaîne, assis dans un bunker, écrivant des articles, ne bougeant pas de l'ordinateur. Le front de l'information est très important et demande vraiment beaucoup de travail, surtout avec le monde occidental, pour expliquer que la Russie est un ennemi non seulement pour l'Ukraine, mais aussi pour l'ensemble du monde libre.
Mais quand je suis en train de regarder assis à mon bureau ces fils d'infos, ces vidéos du front, je regarde ce que les gars font, comment ils défendent leur pays, je réalise que je ne peux pas rester pendant que de telles choses se passent là-bas. Ce serait psychologiquement difficile pour moi de regarder ça sur un écran, plutôt que d'être ici avec eux. En fait, je peux dire que je n'ai pas du tout abandonné le journalisme. Je tiens un journal. Je veux dire que j'écris tous les jours. Nous avons été bombardés. J'ai eu du bortsch pour le déjeuner. Voici mes notes du jour. Je suis toujours en train de filmer quelque chose. Par exemple, notre artillerie entre en action et hop, j'ai la caméra de mon téléphone et je filme. Je veux dire, ça travaille psychologiquement. Et il y aura quelque chose à montrer après la guerre. Le journaliste vit ici, lui aussi. Il effectue juste des tâches légèrement différentes. Suis-je un soldat de l'information? Qui suis-je dans cette guerre? Suis-je un journaliste qui couvre objectivement la situation? Ou suis-je un soldat sur le front de l'information, comme on l'appelle désormais très affectueusement? C'est un dilemme pour moi. Je préfère me qualifier de journaliste, parce que premièrement, les soldats sont des soldats et qu'ils prennent beaucoup plus de risques que moi dans mon travail. Deuxièmement, je suis un journaliste et j'ai certaines normes. Je ne peux pas être totalement objectif car mon pays est attaqué. Mes citoyens sont tués. Mes proches sont en danger d'annihilation. Je ne peux pas prendre du recul et regarder ça de façon mécanique. Mais je ne suis pas enclin à me qualifier de soldat sur le front de l'information, même si je suis un soldat dans le sens où je m'oppose à la propagande russe. Je pense que la propagande russe est très efficace. Ils ont fait ce que personne n'avait réussi avant eux. Ils dirigent complètement les gens par la télévision. Elle n'est pas aussi stupide que l'ancienne version soviétique. Elle est attrayante, elle est brillante, elle divertit. Elle joue sur les instincts des Russes, très subtilement. C'est la nostalgie du grand pays, nostalgie de l'Union soviétique, nostalgie de l'Empire russe. Ils pensent qu'ils apportent le bien et sont prêts à serrer tout le monde dans leurs bras. Et si vous ne voulez pas être dans leurs bras, ils vous tueront. Ils vous attacheront les mains derrière le dos et vous tireront dessus, parce que vous ne voulez pas être dans le même pays qu'eux. Дев'ятий рік поспіль Україна відзначає День Незалежності зі зброєю в руках. За право жити у вільній країні віддають своє життя і здоров'я наші захисники. Ну і будемо працювати, звісно, не самі. У нас є виїзні майданчики, але зараз з нами на прямому зв'язку Святослав Вакарчук, і він зараз на Сході. Святослава, вітаю! Вітаю всіх зі святом, з Днем Незалежності, з нашим найбільш важливим днем. Дуже велика честь для мене сьогодні бути з вами. Я тут не один, я знаходжуся на передній лінії фронту. З зрозумілих причин я не можу сказати, де я. Ну, я можу заспівати кусочок пісні «Все буде добре» навіть в прямому ефірі. Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ. Хто міг, той підіймався і йшов. Йшов собі високо, коли взявши у похід свою надію, сильну як любов, що все буде добре. Ми навчилися не боятися війни. Nous avons appris à ne pas avoir peur de la guerre. Nous avons appris à travailler dans des conditions dans lesquelles nous n'avions jamais travaillé avant. Nous avons appris à vivre, dormir et manger sur notre lieu de travail. Nous avons appris à prendre soin les uns des autres, à nous soutenir mutuellement. Nous avons appris à travailler non comme un collectif, mais comme un seul organisme. Nous avons appris à vivre dans de nouvelles conditions. Nous avons appris à dormir pendant 2 heures d'affilée. Nous avons appris à nous lever dès que la sirène retentit et à être au sous-sol en 30 secondes. Dormir habillé, manger habillé parce qu'on n'a pas le temps. Nous avons appris, et c'est peut-être le plus important, à apprécier la vie.
Nous avons appris à être reconnaissants pour chaque journée et à recevoir les émotions légères, car il y en a malheureusement beaucoup de mauvaises aussi. Nous avons appris à nous apprécier et à nous chérir mutuellement plus que jamais.